Nous passons donc à l'ordre du jour qui appelle le débat sur les finances locales, une demande de la commission des finances. La parole est tout d'abord aux orateurs de la commission qui a demandé ce débat, en commençant par monsieur Vincent Eblé, vice-président de la commission des finances. Je serai un peu intransigeant sur les temps de parole de ce débat parce que nous avons pris un peu de retard et il faut respecter les conditions du débat de la séance de ce soir. Donc, nous essaierons de tenir dans les temps et je serai strict sur les temps de parole. Donc voilà. Monsieur le Président, nous sommes contraints avant et après. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. La loi organique relative à la gestion des finances publiques nous permet aujourd'hui, en amont de la discussion du projet de loi de finances, de consacrer l'organisation d'un débat à la situation des finances locales. Nous sommes tous d'accord pour dire que cet exercice est bienvenu. Madame la Ministre, vous souhaitez supprimer la CVAE sur 2 ans pour soi-disant améliorer la compétitivité de nos entreprises industrielles. Pour autant, cette suppression ne bénéficierait qu'à hauteur de 40% à ces dernières et bénéficierait par contre à nombre de sociétés du secteur tertiaire. Avec la suppression de la CVAE, vous ne ciblez pas les entreprises industrielles. Tant qu'à vouloir soutenir la compétitivité de notre industrie, ne faudrait-il pas mieux conserver ces moyens pour faire face à la crise énergétique qui la touche de plein fouet? Par ailleurs, la compensation proposée inclut 2 années de crise sanitaire où nous avons observé une contraction du produit de la CVAE. Pourtant, l'État a déjà perçu le montant de la CVAE 2023, qui lui est dynamique. La ficelle est assez grossière pour ne pas fâcher les bénéficiaires ainsi lésés. La Première ministre s'est certes engagée à abonder ponctuellement le nouveau fonds vert du montant de cette dynamique de 2023, mais il n'affecte pas le socle de la compensation de la CVAE. Cela revient donc à diminuer la somme fixée pour cette compensation. Les incidences du schéma de compensation sur les indicateurs financiers des collectivités, qui n'interviendraient certes qu'à compter de 2024, n'ont pas à ce jour été évaluées, ni leurs conséquences, le cas échéant, corrigées. Sur ce point, à l'heure actuelle, le projet de loi de finances pour 2023 se borne à un renvoi bien trop large au pouvoir réglementaire. Cela me rappelle la suppression de la taxe d'habitation, où des problèmes de compensation subsistent, notamment sur la réforme des indicateurs financiers. Vous vous attaquez au sujet de la CVAE, alors que celui de la TH n'est pas clos. Auparavant, avec les contrats de Cahors, aujourd'hui avec le nouveau pacte de confiance, vous souhaitez opérer le mouvement visant à recentraliser le fonctionnement des collectivités territoriales. D'ailleurs, je note que cet article a été supprimé à l'Assemblée nationale. Pourquoi a-t-il été supprimé? Parce qu'il était irréaliste. Il établissait le plafonnement de la progression des dépenses de fonctionnement à un niveau inférieur d'1 demi-point au niveau de l'inflation. Des sanctions étaient même prévues en cas de dépassement. Cela ne me semble pas acceptable, surtout que l'on ne connaît ni les critères ni l'organisation précise de ces nouveaux dispositifs coercitifs. Madame la Ministre, votre copie est à revoir. Il convient de sortir de l'ère du soupçon vis-à-vis de nos élus locaux, d'autant plus qu'ils sont contraints par des règles budgétaires bien plus exigeantes que celles qui s'appliquent à l'État et au gouvernement. Et Madame la Ministre, j'oserais le dire, cela se voit. Pour respecter vos engagements européens, vous souhaitez faire des économies sur le dos des collectivités, qui sont plus vertueuses que vous. Face à la hausse des coûts de l'énergie, de nombreuses collectivités, même celles en bonne santé financière, se voient dans l'obligation de décaler des travaux importants ou des projets d'investissement, en particulier ceux en faveur de la transition énergétique. Madame la Ministre, votre seul souci devrait être de permettre aux collectivités de conserver une épargne brute significative, afin de couvrir des investissements nouveaux. Surtout que la facture énergétique pour les collectivités est estimée à 11 milliards d'euros selon le rapport de notre collègue Gatel. Le bouclier tarifaire ainsi que le plafonnement des prix de l'électricité à 180 € le mégawatt sont certes utiles mais ne répondront que de manière insatisfaisante à l'augmentation des charges des collectivités. Oui, ces collectivités peuvent participer à l'effort de redressement de nos comptes publics, mais il doit d'abord y avoir un échange constructif avec les associations d'élus. Souvenons-nous que les comptes des collectivités territoriales ne peuvent être en déséquilibre. Actuellement, les finances locales connaissent un effet ciseau du fait d'une forte progression des dépenses non compensées par une augmentation équivalente de leurs recettes.
Madame la ministre, le processus de mitage fiscal organisé méthodiquement transforme peu à peu les principaux impôts directs locaux en compensation, puis en dotation. Compensation et dotation sur lesquels les élus locaux n'exercent ni pouvoir de taux, ni pouvoir d'assiette. Au regard du contexte actuel, l'enjeu majeur aujourd'hui est une meilleure coordination des finances locales, sociales et étatiques, plutôt que laisser s'engager un retour vers un idéal d'État central qui ne peut et ne doit plus être. Merci. Merci, Monsieur le Président. Et la parole est maintenant à Madame Christine Lavarde, vice-présidente de la Commission des Finances, pour 5 minutes également. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. J'interviens donc au nom du rapporteur général Jean-François Husson qui ne pouvait être présent ce soir dans l'hémicycle. Ce débat sur la situation des finances des collectivités territoriales représente une avancée importante permise par la réforme de la LOLF et à laquelle le rapporteur général tenait particulièrement. Pour cadrer ce débat, un premier constat s'impose. Il faut d'emblée dissiper l'illusion d'une situation financière favorable pour les collectivités territoriales. Au-delà de leur grande hétérogénéité, raisonner à partir de moyennes globales n'a pas grand sens. Quelle est donc cette réalité ? Tout d'abord, fin 2021, près de 46% des communes disposaient d'une épargne brute encore inférieure à leur niveau de 2019. La crise sanitaire a laissé des traces budgétaires pour de très nombreuses collectivités, frappées désormais par les conséquences de la guerre en Ukraine. Une première réponse a été apportée cet été avec l'adoption en loi de finances rectificative d'un filet de sécurité pour le bloc communal et de mesures spécifiques pour les départements et les régions. Ce filet de sécurité est le fruit d'un travail entre les différents groupes de l'Assemblée nationale que le Sénat a renforcé de façon significative, en y incluant les charges liées au relèvement du point d'indice de la fonction publique, à la hausse du prix de l'énergie, mais aussi à la forte inflation sur les produits alimentaires. Ce dispositif a le mérite d'exister pour préserver les collectivités qui auront été le plus en difficulté en 2022. Pour autant, sa portée n'est plus adaptée. En effet, la situation continue de se dégrader depuis la rentrée. De nombreuses collectivités voient se dresser un mur lors du renouvellement de leur contrat de fourniture d'électricité et de gaz et ne savent pas, à ce stade, comment équilibrer leur budget pour l'année prochaine. Des mesures puissantes et efficaces doivent être prises dans le projet de loi de finances pour protéger les collectivités qui en ont besoin. Le gouvernement doit comprendre qu'en les laissant dans cette impasse financière, nous agissons contre notre propre intérêt. En effet, ce sont elles, les collectivités, qui ont la capacité de mener dans nos territoires les projets d'investissement indispensables, en particulier ceux qui permettront de mettre en œuvre et de réussir au plus près des besoins la transition écologique indispensable à notre pays. Mais ce débat budgétaire ne doit pas se limiter aux épreuves de l'année à venir. L'examen du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 nous donne également l'occasion de nous prononcer globalement sur la stratégie de redressement des comptes publics et en particulier sur la juste part que doivent prendre les collectivités territoriales dans cet effort. Bien que leur solde soit excédentaire de près de 5 milliards d'euros en 2021 et que leur dette représente moins de 9% de la dette publique totale, le gouvernement fait le choix de demander aux collectivités territoriales un effort très substantiel de baisse de leurs dépenses de fonctionnement de 0,5% par an en volume. Dans le même temps, si l'on neutralise l'effet des dépenses du plan d'urgence, du plan de relance et plus globalement les dépenses de crise, il apparaît que l'État ne réaliserait pas le moindre effort sur ces dépenses et que même celles-ci progressaient sur la période de programmation. Sans aucun doute, notre Assemblée, comme les élus locaux, ne saurait accepter sans réagir les méthodes d'un État qui entend réduire la dette publique tout en continuant d'aggraver la sienne, ou encore baisser les impôts en supprimant ceux des autres. La proposition de suppression de la CVAE est, à cet égard, une nouvelle illustration. En conclusion de son propos, le rapporteur général souhaitait évoquer le prétendu pacte de confiance. On nous affirme que les mesures prévues n'ont rien à voir avec les contrats de Cahors. Il faut donc croire que c'est par retournerie que le gouvernement a laissé, dans l'article 23 du projet de LPFP qui nous est présenté, plusieurs paragraphes entièrement copiés-collés depuis l'article 29 de la précédente loi de programmation qui instituait les contrats de Cahors. Alors certes, une première année de liberté surveillée est accordée avant la mise en œuvre d'un mécanisme de correction extrêmement contraignant appliqué au terme d'un raisonnement par strate de collectivité pour le moins douteux.
De nouvelles sanctions ont par ailleurs été imaginées, avec notamment l'exclusion des dotations d'investissement de l'État. Nous sommes, vous le voyez bien loin de la nouvelle méthode qui nous avait été annoncée. Les collectivités territoriales savent pourtant pertinemment qu'il existe entre elles et l'État une communauté de destin et que la réussite de notre pays passe par le redressement de ses finances publiques. Elles ont consenti de très importants efforts par le passé pour maîtriser leurs dépenses et sont prêtes à continuer à le faire sous réserve de réciprocité de la part de l'État. C'est une question de justice. Au-delà des mots, nous attendons donc plus que des actes, mais des actes de confiance, bien sûr. Bien, merci. Et la parole est maintenant à Madame Caroline Cayeux, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, pour 10 minutes maximum. Monsieur le Président, Monsieur le vice-président de la Commission des finances, Madame la vice-présidente de la Commission des finances, Mesdames et Messieurs les sénateurs. C'est un plaisir et un honneur de prendre part avec vous à ce premier débat consacré aux finances locales. Ce nouvel outil démocratique a été rendu possible par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. Il constitue, selon moi, une avancée pour notre pays, pour nos collectivités, en introduisant de manière inédite un temps dédié aux finances locales dans le cours de l'examen des projets de loi de finances. J'ai déjà pu me livrer à cet exercice vendredi dernier à l'Assemblée nationale avec mon collègue Gabriel Attal et comme le veut le fonctionnement de nos institutions, c'est aujourd'hui au Sénat, Chambre des territoires, que j'ai l'opportunité de m'y livrer à nouveau dans des modalités légèrement différentes. Nous avons bien suivi une méthode renouvelée avec Gabriel Attal et Christophe Béchu dans l'élaboration du volet territorial de ce projet de loi de finances, conformément d'ailleurs à la volonté du président de la République et à la Première ministre. Notre démarche a été celle d'un échange continu en amont avec les associations d'élus pour co-construire ensemble des mesures qui répondent aux besoins des territoires et aux attentes de nos concitoyens. Nous les avons toutes reçues à plusieurs reprises jusqu'à la présentation du PLF au comité des finances locales le 26 septembre, quelques heures après sa présentation en Conseil des ministres. Après le temps de la concertation, nous sommes désormais entrés dans le temps de la construction d'un budget protecteur, bien sûr, mais aussi un budget qui prenne en compte l'impératif de maîtrise de nos finances publiques et la participation indispensable de chacun à cet effort. Cet esprit de responsabilité et cet impératif d'action ont été nos deux guides dans la conception de ce projet de loi de finances pour 2023 et je le sais, ce sont les deux principes qui animeront également votre examen. Face à la progression inédite de l'inflation et à l'envolée des coûts de l'énergie, les défis auxquels les collectivités territoriales doivent faire face imposent un soutien accru de l'État. Dès cet été, je voudrais rappeler que notre gouvernement a proposé des mesures fortes dans la loi de finances rectificative, que vous avez d'ailleurs ici au Sénat enrichie et votée, avec notamment la mise en place d'un filet de sécurité de 430 millions d'euros pour aider les communes et les intercommunalités les plus fragiles à faire face à la hausse du point d'indice, à la hausse du coût de l'alimentation et de l'énergie. Nous savons que certaines collectivités ont besoin de cette aide au plus vite. C'est pourquoi, comme l'a annoncé Gabriel Attal, dès la parution du décret du 13 octobre et jusqu'au 15 novembre, les collectivités pourront déposer leur demande qui leur permettra d'obtenir un acompte de 50% versé avant le 15 décembre. Nous avons par ailleurs alloué 120 millions d'euros aux départements qui versent le revenu de solidarité active pour compenser intégralement la hausse de 4% de cette prestation prévue par l'État. Et nous avons instauré le recouvrement total par l'État auprès des régions de la hausse de 4% des rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle. Cet accompagnement de l'État est encore accentué dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023, avec d'abord un amendement du rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale de prolongation du filet de sécurité pour les dépenses énergétiques de 2023, avec aussi la prolongation du bouclier tarifaire, une mesure qui permettra de limiter à 15% la hausse des prix de l'électricité pour 80% des communes.
Et j'ajouterai le quintuplement de l'enveloppe à destination des communes en grande difficulté qui atteint, lui, 10 millions d'euros. Et puis surtout, le non-plafonnement des bases fiscales afin de laisser toute l'autonomie aux collectivités sur leur dynamique fiscale. Ces mesures permettront aux collectivités de faire face aux surcoûts financiers dans l'immédiat, mais il nous faudra agir aussi à d'autres échelles. À l'échelle européenne d'abord, en cherchant au niveau du marché européen de l'énergie à réguler les prix et à capter les superprofits engendrés chez les grands groupes énergétiques par cette situation de tension. Et aussi, chacun à notre échelle, en suivant les recommandations formulées par la Première ministre dans le plan de sobriété. Mais résoudre durablement la crise que nous connaissons impose aussi d'opérer des changements profonds de notre modèle en favorisant la transition écologique et la transition énergétique dans tous les territoires. C'est pourquoi le projet de loi de finances pour 2023 prévoit d'augmenter d'1 tiers les moyens consacrés à la dotation biodiversité pour 2023, qui avait déjà été doublée en 2022 pour atteindre un montant de 30 millions d'euros. Et puis de mettre en œuvre un fonds vert d'un montant inédit de près de 2 milliards d'euros. Pour la méthode d'attribution de ce fonds, le financement se fera selon des règles simples, décentralisées et sans appel à projet. Tout partira des initiatives des élus, selon une méthode lisible et reconnue, celle du dialogue entre les élus et leurs préfets de département ou de région. La Première ministre a par ailleurs eu l'occasion d'annoncer vendredi dernier que 200 millions d'euros seront spécifiquement alloués aux départements. Accompagner les collectivités territoriales, c'est avant tout leur donner les moyens d'agir en sécurisant leur financement pour leur donner de la visibilité sur le long terme. Ainsi, avec la Première ministre, nous avons souhaité porter une hausse de la DGF d'un montant de 320 millions d'euros, de la DSU et de la DSR, qui seraient financés par l'État et non par écrêtement des autres communes. Cette augmentation est inédite depuis 13 ans et je considère que c'est un acte fort du gouvernement. La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, quant à elle, permettra à notre pays de gagner en compétitivité sans amoindrir les ressources des collectivités. Elle sera en effet intégralement compensée et territorialisée par l'attribution d'une part supplémentaire de TVA, mais aussi de cette dynamique dès 2023. La compensation l'année prochaine correspondra aux sommes que l'État aurait dû reverser aux collectivités en 2023 au titre de la CVAE. Il n'y aura pas d'année blanche, rien ne sera conservé par l'État. J'ai dit qu'elle serait territorialisée. Ceux qui accueillent davantage d'activités seront davantage compensés sur la base de critères précisés dans un décret en Conseil d'État. Un travail est d'ailleurs en cours à ce sujet avec les associations d'élus et ce sujet, comme sur les autres, l'écoute et la concertation devront primer. Notre souci de protéger les marges de manœuvre des collectivités transparaît enfin dans le maintien de leur dotation d'investissement à un montant de près de 2 milliards d'euros comme l'année précédente. Mesdames et messieurs les sénateurs, voici les principaux éléments des concours de l'État aux collectivités en 2023. Devant les défis qui sont les nôtres, notre pays, nos collectivités ne manquent pas d'atouts et nous avons toujours su construire au cours de notre histoire dans ces situations de crise des consensus responsables au service de l'intérêt général. Je sais que ce sera une nouvelle fois le cas, car au-delà du débat démocratique indispensable, nous espérons que les postures et les effets de manche qui ne font plus illusion aux Français n'auront pas lieu. Ils ne satisferont pas d'une nouvelle représentation du sempiternellement rejoué du combat entre les montagnards et les Girondins. C'est collectivement que les Français nous jugeront sur notre bilan, nos réussites et notre capacité à améliorer concrètement leur qualité de vie. Merci pour votre attention. Merci Madame la Ministre. Dans la suite du débat, donc la parole est maintenant à Hervé Maurey pour l'Union centriste pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, après le quinquennat de François Hollande caractérisé par une baisse drastique des dotations à hauteur de 11 milliards d'euros
Emmanuel Macron, lors de son accession à la présidence de la République en 2017, a voulu donner des assurances aux collectivités locales en matière financière. Ainsi, l'annonce d'une stabilisation du niveau de la dotation globale de fonctionnement a été accueillie favorablement. Malheureusement, la désillusion fut rapide, car dès l'été qui a suivi la nomination du gouvernement en 2017, celui-ci a pris un certain nombre de décisions, dont je rappelle les principales: la réduction de 300 millions d'euros de crédits dédiés aux collectivités locales, la suppression de la réserve parlementaire et la quasi-suppression des emplois aidés. Quant à la DGF, si son montant a bien été stabilisé, globalement, la réalité de chaque commune est tout autre, puisque pour la moitié des communes de France, les dotations ont en fait diminué au cours des 5 dernières années. Les collectivités locales ont également vu leurs leviers fiscaux considérablement réduits par les réformes fiscales qui se poursuivent aujourd'hui au détriment de leur autonomie financière. Dans le même temps, les collectivités locales ont eu à faire face à 2 chocs sans précédent: celui de la crise sanitaire et celui de l'inflation. Le choc de la crise sanitaire a coûté 7 milliards d'euros aux collectivités, dont 3,2 milliards au bloc communal. Sur les 3,4 milliards de pertes de recettes, le bloc communal ne s'est vu compenser qu'à hauteur de 270 millions d'euros les pertes de recettes fiscales et domaniales et de 250 millions d'euros au titre du dispositif d'aide au SPIC et au SPA. À présent, c'est au choc de l'inflation que les collectivités locales doivent faire face. Je rappellerai, Madame la Ministre, que j'ai attiré l'attention du gouvernement dès le mois de février sur les conséquences de l'augmentation des prix de l'énergie, à l'époque sans aucune écoute de la part du gouvernement. Le gouvernement a renforcé ce choc en juillet en augmentant le point d'indice pour un surcoût de 2,3 milliards d'euros. Le gouvernement n'avait pas jugé utile, contrairement à ce que j'ai cru entendre de votre part, de prévoir un dispositif de compensation pour les collectivités. C'est l'Assemblée nationale qui a introduit un filet de sécurité extrêmement limité que nous avons au Sénat considérablement amélioré, notamment grâce aux apports du groupe de l'Union centriste auquel j'ai l'honneur d'appartenir. Ce filet de sécurité reste toutefois très limité. Il devrait en effet bénéficier seulement à 5 à 8 000 communes ou groupements, et en 2023 seulement, alors que c'est aujourd'hui que l'ensemble des communes ont à faire face à ces surcoûts. Ce dispositif pose question, et je souhaiterais que ce débat puisse nous éclairer sur le système d'avance prévu. Quelles communes vont en bénéficier, quand et comment? Vous avez évoqué tout à l'heure la nécessité de déposer un dossier, mais la plupart des communes ne savent même pas si elles peuvent prétendre à ce filet de sécurité. Donc je crois qu'il y a vraiment besoin de clarification, et nous serions très heureux de vous entendre sur ce point. Concernant le projet de loi de finances pour 2023 dont nous reparlerons, à notre grande surprise, celui-ci ne prévoyait pas dans sa version déposée à l'Assemblée nationale de prolonger ce filet de sécurité. Et l'augmentation de 320 millions annoncée par la Première ministre et présentée comme une première depuis 13 ans, je cite, représente en réalité une revalorisation de 1,2% du montant total de la DGF quand l'inflation est de plus de 5%. Nous sommes bien loin de l'indexation de la dotation globale de fonctionnement demandée par les associations d'élus. Vous l'aurez compris, Madame la Ministre, les élus et plus particulièrement les maires sont inquiets des perspectives financières pour leur collectivité. Et j'ajouterai qu'en plus, dans le contexte de transfert de la taxe d'aménagement à l'intercommunalité, il y a des situations qui sont particulièrement compliquées. Je rappelle que ce dispositif a été voté par l'Assemblée nationale sans aucune concertation et il faudra que l'on en reparle lors de l'examen du projet de loi de finances. Aussi, Madame la Ministre, je ne peux que vous appeler à revoir la copie du prochain projet de loi de finances pour permettre aux collectivités de faire face à cette période particulièrement difficile. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à notre collègue Stéphane Ravier, nom des sénateurs non inscrits. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, y a-t-il encore une décentralisation dans notre pays? La question mérite d'être posée. Car si l'on décentralise les compétences, la fiscalité, elle, reste jacobine. Ce gouvernement fait preuve de démagogie fiscale sur le dos des collectivités territoriales. On a osé parler de suppression de la taxe d'habitation, mais rien n'est supprimé pour le contribuable. Les propriétaires supportent la hausse de la taxe foncière et les locataires
la hausse des loyers qui en découle. Avec la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les communes finissent de perdre toute autonomie fiscale. Peu de ressources propres et plus de ressources réellement dynamiques. Prises au piège, elles sont contraintes de racketter les propriétaires en augmentant la taxe foncière. Avec la hausse des prix de l'énergie à plus de 250%, la flambée des matières premières, de la restauration scolaire et l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, les communes n'ont plus de marge de manœuvre. En ce moment, les maires et leurs adjoints aux finances sont dans la préparation de leur budget pour 2023. Ils s'arrachent les cheveux. Ils font face à une explosion de leur budget de fonctionnement. Pourtant, cela fait depuis le printemps dernier que je demande au gouvernement un bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie pour les collectivités. En vain. Cet été, on a eu droit, en pleine canicule, à la fermeture de piscines comme dans les Bouches-du-Rhône, à Cabriès. Et cet hiver, on risque la suppression des décorations et fêtes de Noël. Et pendant ce temps, l'État, obèse, refuse de descendre de notre dos et de sortir ses mains de nos poches. La crise qui s'installe montre encore l'inefficacité de l'État et la pertinence de la gestion locale. Mais le gouvernement ne veut rien entendre. L'État répond par des soins palliatifs à l'asphyxie des collectivités locales, des aides et des hausses de dotation, mais plus de ressources propres. Les communes restent tributaires du bon vouloir de Bercy et en sont réduites à faire la manche. La Banque postale prévoit une baisse de 11,3% de leur épargne brute cette année. En 2023, il ne faudra que quelques mois pour que les communes aient épuisé la totalité de leur budget de fonctionnement. Sans changement, nous allons vers un blackout fiscal communal. La Cour des comptes, dans son rapport de la semaine dernière, propose que les droits de mutation à titre onéreux soient recentrés sur le bloc communal. Voilà une proposition qui permettrait aux communes de retrouver une ressource dynamique. Ce serait un juste retour de leur investissement constant pour l'attractivité du territoire qui leur permettrait notamment de financer leurs dépenses de fonctionnement. Décentraliser la fiscalité, c'est garantir le principe constitutionnel de consentement à l'impôt de nos concitoyens. Quiconque a les pieds dans le réel comprendra que c'est un enjeu majeur. Rendre aux communes leur autonomie fiscale, c'est à ça et à rien d'autre que nous devons travailler, mes chers collègues. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Jean-Claude Requier pour le groupe RDSE, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure générale, vice-présidente de la Commission des finances, mes chers collègues, je tiens en premier lieu à saluer la tenue de ce débat instauré par la loi organique de modernisation de la question des finances publiques adoptée à la fin de l'année dernière. Cette nouvelle loi organique contribue à la difficile tâche de moderniser le cadre des lois des finances. Certains avaient même envisagé l'instauration d'une loi spécifique pour les finances locales à l'instar de la loi sur le financement de la sécurité sociale. Nous nous contentons aujourd'hui d'un débat, mais les enjeux politiques des finances locales, conjugués à une technicité de plus en plus complexe, rendent sans doute inévitable à terme la discussion d'un texte budgétaire spécifique. Le dernier rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances locales est éclairant, en particulier dans les comparaisons internationales. Les finances locales ne représentent en France que 20% de la dépense publique, un niveau inférieur à la moyenne européenne où les dépenses des collectivités locales représentent plutôt 40% de cette dépense publique, avec des modèles étatiques et des périmètres de compétences certes différents. Néanmoins, cela remet en perspective un débat où les collectivités se voient toujours reprocher un manque de rigueur budgétaire alors qu'elles sont les seules à présenter chaque année un solde à l'équilibre. Si les collectivités représentent donc 1/5 de la dépense publique, elles ont une contribution quasi nulle au déficit public. Au-delà de ces considérations, d'ordre général, la situation financière des collectivités est évidemment très diverse. Globalement, voire paradoxalement, les collectivités sont sorties de la crise sanitaire avec des finances plus saines qu'avant la crise, grâce aux économies qui ont été réalisées et aux aides accordées par le gouvernement. Toutefois, cela cache des situations individuelles très contrastées. Je concentrerai mon propos sur les finances communales et celles des départements. Le bloc communal a été le plus affecté par les dernières réformes de la fiscalité, suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et bientôt suppression complète de la CVAE, s'y tire encore aujourd'hui les 2/3 de ses ressources de la fiscalité locale, même si celle-ci tend à être remplacée par un transfert d'impôts nationaux. La question qui se pose aujourd'hui est bien sûr celle de l'autonomie financière, alors que la différenciation territoriale
devient un enjeu politique majeur. Cette question concerne aussi les départements, davantage financés par les impôts nationaux et les dotations. Ils font face à une montée en puissance de leurs interventions dans le domaine social. Je pense en particulier aux départements ruraux, souvent en déprise démographique, appelés à accompagner le vieillissement de la population avec des ressources fiscales propres assez peu dynamiques. Bien sûr, la solidarité nationale doit jouer grâce au transfert d'impôts nationaux. Mais là aussi se pose la question de la soutenabilité d'un modèle de décentralisation où on accepte de différencier, voire de donner à terme un pouvoir réglementaire d'adaptation, mais sans donner une véritable autonomie financière correspondant à l'autonomie de décision. Bien sûr, face au retour de l'inflation, le gouvernement a pris en loi de finances rectificative des mesures qui ont aidé les collectivités à faire face et que je salue, avec une enveloppe supplémentaire de 430 millions d'euros visant à compenser la hausse des prix énergétiques et la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Néanmoins, je ne vous apprends pas l'inquiétude des élus pour 2023 qui souhaitent que ce soutien soit pérennisé en loi de finances. Les amendements adoptés en commission à l'Assemblée nationale la semaine dernière semblent le confirmer, ce dont je me réjouis. Mon groupe soutiendra, dans tous les cas, les mesures visant à donner aux collectivités les moyens correspondant à leur mission dont on sait qu'elles sont indispensables à notre cohésion sociale. Quoi qu'il en soit, la principale mesure du projet de loi de finances pour 2023 est bien évidemment la suppression en 2 ans de la part restante de la CVAE. Cette compensation par le versement d'une fraction de TVA est annoncée à l'euro près, pérenne et dynamique. Nous vous prenons au mot, Madame la Ministre, et y veillerons dans les temps. S'agissant par ailleurs des dotations de l'État, le gouvernement poursuit sa politique du précédent quinquennat marquée par une grande stabilité. La DGF reste proche de 26 à 27 milliards d'euros malgré l'inflation. Les montants des dotations de péréquation comme la DSU et la DSR seront revalorisés dans les mêmes montants que les années précédentes. À l'état actuel des débats sur le projet de loi de finances, il reste toutefois difficile d'entrevoir l'architecture financière qui sortira pour les collectivités dans l'attente de la mise en œuvre de l'article 49.3 dont on parle beaucoup. Les incertitudes demeurent, comme l'illustrent les débats chaotiques autour du projet de loi de finances de programmation 2023-2027. Au vu du contexte économique et social que traverse notre pays, les collectivités territoriales, comme tous nos concitoyens, ont besoin de clarté, de prévisibilité et de sérieux. Merci au président Requier et la parole est maintenant au président Karoutchi pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, le débat essentiel, c'est de se demander si nous respectons depuis un certain temps la Constitution. Dans les articles 72 à 74, on nous explique longuement ce qu'est l'autonomie des collectivités. En quoi est-ce que l'autonomie des collectivités, vous n'y êtes pour rien, Madame la Ministre, est respectée quand on supprime progressivement la taxe professionnelle, la taxe d'habitation, la CVAE, lorsqu'on met en place un encadrement d'État. Alors ça s'appelle un coup les accords ou le pacte de Cahors, puis le pacte de confiance, et puis plein de pactes. Plein de pactes, mais une seule réalité. Les élus locaux perdent le pouvoir. Les élus locaux perdent la capacité d'agir sur leur territoire parce qu'ils perdent la capacité de financer. Alors vous allez me dire, et vous l'avez dit vous-même, Madame la Ministre, on compense. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Centraliser, recentraliser l'impôt pour ensuite faire en sorte que les collectivités dépendent de dotations d'État qui ne sont assez rarement remises au niveau de l'inflation, ça n'est pas la même chose. Ça revient à dire qu'en réalité, la gestion des élus locaux est si peu fiable qu'il faut la recentraliser. Et que c'est l'État et son administration d'État qui, par définition, est bien plus doué que les élus locaux, qui doit gérer le tout. Alors, il y a un vrai problème. Moi, je me souviens très bien, ici même, de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, qui, fin 2012, nous avait dit « L'année prochaine, nous remettrons à plat l'ensemble de la fiscalité nationale et locale et nous allons enfin trouver un équilibre. » Inutile de dire que nous n'avons jamais eu cette table ronde, jamais cette remise à plat, et que les gouvernements, quels qu'ils soient, depuis 20 ans, continuent très progressivement de rogner le pouvoir des élus locaux. Les maires, aujourd'hui, sont
à la fois étranglés, sont responsables devant la population et n'ont plus la capacité de leur responsabilité. Et c'est ça le vrai problème. Vous ne pouvez pas, et Madame le ministre, vous étiez maire de Beauvais il y a encore peu, et vous savez très bien que lorsque, pendant le mandat de Hollande, on réduisait les dotations, lorsque, ici ou là, on nous a dit suppression de la taxe d'habitation sans forcément de négociation, eh bien, il y a une perte de pouvoir des élus locaux, il y a une perte de capacité d'action, il y a une perte de réalité du lien entre la population, les collectivités locales et leurs élus. Je viens de voir, j'espère que ça ne va pas prospérer, que même sur la taxe foncière, un amendement a été voté à la Commission des finances de l'Assemblée nationale pour fixer un maximum de hausse de la taxe foncière en disant qu'au-delà, eh bien, l'État compenserait, même sur la taxe foncière. Alors bientôt, il n'y aura plus aucune ressource des collectivités locales et on attendra que l'État veuille bien donner un minimum pour survivre. Ça n'est pas ça l'autonomie. Et je vous rappelle que la Cour des comptes dit elle-même qu'effectivement, au fur et à mesure des années, l'autonomie des collectivités locales est remise en cause. Je regrette que la Cour des comptes n'aille pas plus loin en demandant clairement à l'État de cesser ce mouvement qui dure depuis 20 ans, qui consiste à faire en sorte que les collectivités locales soient de plus en plus dépendantes de l'État et de moins en moins dépendantes de leurs projets locaux, de leur population, de la volonté de leurs élus. Alors tout ça est dans un contexte totalement fou, parce qu'effectivement, avec les crises, on l'a dit, la crise sanitaire, la crise énergétique, tout le monde essaye de trouver des solutions et nos collectivités vont clairement trinquer, il faut dire les choses, s'il n'y a pas de bouclier énergétique sur les collectivités, s'il n'y a pas une capacité à trouver une solution vraiment acceptable sur la CVAE, s'il n'y a pas de capacité à dire à toutes les collectivités, pas, vous l'avez dit Madame la Ministre, vous dites 80% des communes seront concernées et les 20% autres. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas totalement une capacité à dire on va faire en sorte que les collectivités locales puissent exister, que les élus locaux retrouvent leur pouvoir, parce qu'ils sont responsables, et eux, ils sont élus par leur population. Ils sont responsables devant des gens qui leur disent « vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça ». Ils vont peut-être être amenés à supprimer des services publics locaux, et tout ça en leur disant « vous êtes responsables électoralement devant vos électeurs, mais vous n'avez pas la capacité financière d'agir ». Et ça, c'est une profonde anomalie. Alors je partage, je le dis, comme ça je resterai dans mon temps limité, la proposition d'Éric Berdoati qu'il a fait devant l'Association des maires d'Île-de-France. Pourquoi pas, mes chers collègues, envisager, il y a le PLF, il y a le PLFSS, eh bien faisons un PLFCL, un PLF des collectivités locales, ça donnerait de la visibilité à ce qu'on fait au niveau des finances locales et ça nous remettrait peut-être à l'équilibre avec l'État pour négocier les capacités financières et l'autonomie de nos collectivités. Merci. Merci, chers collègues. Et la parole est maintenant à Emmanuel Capus pour les Indépendants. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, on dit le Sénat conservateur, mais il est des changements que nous accueillons bien volontiers. L'organisation d'un débat sur les finances locales, en amont du budget, c'est en effet une nouveauté qui a tout pour nous plaire. La réforme de la loi organique des lois de finances, il y a un an, en a fait un jalon du début du débat budgétaire. C'est une première. C'est l'opportunité pour nous, avant de rentrer dans le dur des discussions, de faire le point sur la situation des collectivités. Le rapport de la Cour des comptes sur le sujet, présenté en commission la semaine dernière, a posé un diagnostic clair et ouvert des pistes de réforme dont chacun peut s'emparer. L'autre particularité de ce débat, c'est qu'il intervient en début de quinquennat, et donc au début d'une nouvelle séquence politique. Nos discussions ne peuvent à cet égard faire l'impasse sur le programme du président de la République qui a été réélu. Le président de la République s'est engagé à poursuivre le chemin tracé depuis la crise sanitaire et le plan de relance, en baissant les impôts de production, notamment la CVAE. Ce n'est pas spontanément le souhait le plus partagé parmi les élus locaux que nous sommes. Nous aurons tout loisir, pendant l'examen du PLF, de débattre des modalités techniques et du calendrier de mise en œuvre de cette suppression. Mais ce débat est l'occasion de prendre un peu de hauteur et de discuter des grandes orientations que nous souhaitons donner à la réforme de la fiscalité locale. Je rappellerai donc d'abord pourquoi nous sommes favorables, par principe,
à la réduction des impôts de production. En 2020, avant la baisse de la CVAE, ces impôts représentaient plus de 5,3% du PIB en France, contre 2,6% dans l'Union européenne et seulement 0,8% en Allemagne. 0,8%. Or, ces impôts sont injustes pour les entreprises parce qu'elles ne pèsent pas sur les bénéfices, mais sur les facteurs de production. Ils sont surtout contre-productifs car ils pénalisent tout particulièrement les entreprises industrielles des territoires. La suppression de ces impôts est donc une bonne nouvelle pour notre industrie et indirectement pour nos territoires. Si cela n'affectait pas les finances des collectivités locales, je crois que le Sénat ne pourrait que s'en réjouir. Mais c'est notre rôle de nous assurer que cette suppression sera aussi une bonne nouvelle pour les collectivités. Or, en l'espèce, je partage certaines des craintes qui ont été exprimées ici. Le problème, en réalité, n'est pas la suppression de cet impôt, mais bien son remplacement et sa territorialisation. Vous l'avez rappelé, Madame la Ministre. L'affectation d'une fraction de TVA donne certes aux collectivités des ressources fiscales dynamiques, elle est de nature à rassurer, mais d'un autre côté, cela a été rappelé, elle les prive d'un levier de politique économique. Cette nouvelle dépossession, engagée après la suppression de la taxe d'habitation, contribue à placer davantage les collectivités sous la coupe de l'État. Elle est mal vécue, vous le savez, pour être élu local, Madame la Ministre, même si la territorialisation que vous avez annoncée permet de rassurer. La préservation de l'autonomie financière des collectivités, qui a été rappelée par notre collègue Karoutchi, ne doit pas se faire aux dépens de leur autonomie fiscale, déjà réduite à peau de chagrin. Je sais, Madame la Ministre, que vous partagez cet objectif de préservation de notre autonomie financière avec le ministre Christophe Béchu. D'autant que les collectivités ont fait preuve de leur capacité à tenir les comptes. Christine Lavarde l'a rappelé tout à l'heure. À fin 2021, elles dégageaient 5 milliards d'euros d'excédent budgétaire, en raison des circonstances, mais aussi parce qu'elles savent être extrêmement prudentes. Pourtant, depuis ce moment, depuis cet excédent, la reprise en sortie de crise sanitaire et les tensions en Ukraine ont tiré les coûts de fonctionnement à la hausse. Aujourd'hui, les élus locaux font face à des augmentations qui les placent dos au mur. Dans son rapport, la Cour des comptes propose plusieurs pistes de réforme afin de remettre à plat le financement des collectivités. L'une de ces pistes consiste notamment à partager la fiscalité nationale. C'est une piste qui a le mérite de garantir aux collectivités des ressources dynamiques qui suivent les cours de l'inflation. La Cour propose aussi d'attribuer un type d'impôt par strate de collectivité. Cette piste a le mérite aussi de clarifier les choses, mais elle ne répond pas aux préoccupations des collectivités. L'urgence n'est pas de remettre à plat la fiscalité. L'urgence, c'est de sauvegarder l'autonomie financière des collectivités. Elles doivent garder la maîtrise de leur destin et de leur politique, particulièrement dans les crises comme celle de l'énergie que nous traversons. Madame la Ministre, puisque nous sommes dans un débat, pouvez-vous nous rassurer à ce sujet? Il en va de la préservation des services publics de proximité. Nos élus locaux sont naturellement inquiets et ils attendent des engagements forts du gouvernement. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Daniel Breuiller pour le groupe Écologiste Solidarité et Territoires. Monsieur le Président, Madame et Monsieur la Vice-présidente, Madame la Ministre, chers collègues, les précédents orateurs ont cité tous les chiffres. Je voudrais pour ma part démarrer mon propos avec Pablo Neruda. Je t'aime d'une manière inexplicable, de nature inavouable, de façon contradictoire. Je t'aime avec mes états d'âme qui sont nombreux et mes changements d'humeur continuels. C'est une déclaration d'amour magnifique et ce sont les mots que nous aurions aimé entendre de la part de l'État à l'endroit des collectivités territoriales. Alors oui, c'est une vieille histoire entre l'État et les collectivités locales, une histoire constitutionnelle marquée par 1983 et les lois de décentralisation. Et depuis, elles sont là, elles font preuve d'efficacité. Bouclier de proximité, acteur essentiel de l'investissement public, de l'emploi, des solidarités. Votre gouvernement ne cesse de déclarer sa flamme et son soutien aux plus grandes entreprises, accordant des dizaines de milliards sans contrepartie, ni écologique ni sociale. La situation de Total en est l'illustration ultime et caricaturale. Je vous rappelle que Total, comme les 5 plus grandes entreprises fossiles, réalise un profit cumulé de 2 600 $ par seconde. Madame la Ministre, les collectivités territoriales sont des entreprises
de services publics innovantes qui méritent soutien, liberté d'action et confiance. Qui, pendant la pandémie, a organisé les distributions de masques, de colis alimentaires, l'accueil et la désinfection des salles de classe pour les enfants, des professions prioritaires, le suivi des personnes âgées, isolées ou malades? Qui a mis en place des centres de vaccination pour répondre aux enjeux de santé publique que le président Macron annonçait? Qui a rétabli le dialogue durant la crise des Gilets jaunes? Qui investit dans les transports collectifs, la transition énergétique et écologique qui permet que tiennent les solidarités locales? Les collectivités locales sont un atout puissant et vous les mettez au pain sec quand le budget 2021 a offert 56 milliards aux entreprises du CAC 40 non conditionnés et largement redistribués en dividendes. Au nom de quoi l'État, dont les déficits s'aggravent, veut-il contraindre les choix politiques des collectivités dont la gestion est équilibrée? Elles contribuent à 70% des investissements publics et par leur budget de fonctionnement, elles contribuent à la cohésion sociale. Car le fonctionnement n'est pas un gros mot, c'est l'outil nécessaire des services à la population. Les collectivités locales sont le laboratoire de politiques publiques innovantes et des transitions pour notre pays. Transport propre, bâtiments économes en énergie, renaturation des villes, développement des énergies renouvelables, protection des forêts, des littoraux, de la biodiversité sont au cœur des dynamiques portées par nos territoires. La diversité de leurs politiques permet des expériences fructueuses. Si vous leur donniez la confiance, mais sans le contrat, Madame la Ministre, vous verriez les capacités à accompagner les défis de notre société en termes sociaux et écologiques. Vous mettez en place un bouclier tarifaire pour tous les citoyens, même les plus riches d'entre nous, pour les entreprises, et rien pour permettre aux collectivités de continuer à chauffer les écoles, les collèges, les lycées, les équipements sportifs, les médiathèques ou les théâtres, les centres de santé ou les crèches. Rien d'ailleurs pour les hôpitaux non plus, autre sujet essentiel. Laissez-les moduler le versement mobilité pour faire face aux enjeux du transport en commun. Laissez-les taxer plus Airbnb, les résidences secondaires, les logements vacants, les hôtels de luxe pour faire face à la crise du logement en zone touristique. La Cour des comptes a fait des propositions suite à la saisie de notre excellente commission des finances. Les associations d'élus portent haut et fort une contribution responsable et le Parlement, dans notre chambre comme à l'Assemblée nationale, vous invite à nous entendre. Pas seulement à nous écouter, mais bien à nous entendre. Entendez-nous, entendez-les, ne supprimez pas la CVAE, indexez la DGF, taxez ceux qui font des profits exceptionnels dans ce contexte de crise et financez ainsi un bouclier tarifaire pour toutes les institutions publiques, supprimez les contrats, mais faites confiance à celles et ceux qui au quotidien sont au service de nos concitoyens et incarnent le service public de proximité. Cessez le désarmement financier de l'État et des collectivités et osez la confiance, osez quitter ce jacobinisme surplombant pour un vrai partenariat avec les collectivités locales, osez la République décentralisée. Les élus territoriaux ne veulent pas devenir des sous-préfets anémiés qui savent ce qu'il faudrait pour leur territoire, mais sont tout juste bons à expliquer à leurs concitoyens qu'ils ne peuvent pas le faire. La parole est maintenant à Didier Rambaud du groupe RDPI pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier notre président Claude Raynal qui a demandé en janvier dernier à la Cour des comptes une enquête sur les finances locales. Les conclusions nous ont été présentées la semaine dernière et elles nous permettent de prendre un peu de hauteur dans ce débat. Car derrière ce débat, nous touchons aux principes les plus structurants de l'organisation de notre République. Depuis la réforme constitutionnelle de 2003, les collectivités territoriales ont pris une place prépondérante dans cette organisation. Notre Constitution reconnaît désormais la décentralisation comme l'un de ses principes fondateurs et consacre le caractère prioritaire de leur action et le principe de subsidiarité. C'est ainsi que la question de leur financement devient fondamentale pour l'efficacité de l'action publique, pour l'égalité entre les territoires et entre les citoyens. Au fond, nous ne pouvons pas dissocier la question du financement de celle des compétences. Le premier président de la Cour des comptes a rappelé la semaine dernière que le système de financement des collectivités est à bout de souffle, qu'il était illisible, imprévisible pour les responsables locaux, pour les contribuables, avec des inégalités qui se creusent entre certains territoires. Et ce n'est pas un fait nouveau. Il y a 13 ans, la Cour dressait le bilan des réformes territoriales et l'enchevêtrement des compétences qu'elle relevait
Alors préfigure la sédimentation budgétaire que nous constatons aujourd'hui et l'essoufflement d'un modèle de financement. L'introduction de la clause de compétence générale a conduit à accélérer ce processus avec des transferts qui se sont opérés de façon désordonnée et par à-coups. La cacophonie budgétaire est souvent la conséquence des hésitations et ou des tergiversations du législateur et des changements de doctrine de l'administration. On finance par prélèvement sur les recettes de l'État l'affectation d'une nouvelle compétence. Puis on prévoit une rétro-compensation quelques années plus tard quand la compétence se retrouve affectée ailleurs. À la fin, plus personne ne s'y retrouve. Il y a 13 ans, la Cour des comptes rappelait que la nouvelle phase de décentralisation lancée en 2003 aurait pu être l'occasion d'un nouveau départ. Mais déjà, l'échec était flagrant aux yeux des sages et les gouvernements de droite comme de gauche qui se sont succédés ont échoué. 13 ans plus tard, le constat sur les finances locales rejoint celui posé sur les compétences. Alors, si nous voulons débattre de ce sujet, il nous faut nous mettre d'accord sur le constat. Je me contenterai de rappeler les éléments présentés la semaine dernière par la Cour. Les collectivités locales ont connu un excédent de 4,7 milliards d'euros fin 2021 en raison d'une dynamique des recettes très supérieure à celle des dépenses. C'est une situation qui contraste très nettement avec la situation des autres administrations publiques. Et la crise sanitaire a renforcé cet écart. En 2021, l'État porte la quasi-totalité du déficit à 89%, alors que les collectivités locales sont en excédent. C'est la conséquence d'un fort soutien de l'État tout au long de la crise, mais également des réformes successives de la fiscalité locale, compensées par des ressources pérennes et dynamiques. Mais ne nous y trompons pas. Derrière cette question, nous sommes face à un véritable choix de doctrine qui devra s'imposer dans les années qui viennent. Et les scénarios de la Cour permettent d'en peser les conséquences. La liberté qui va avec le levier de fiscalité locale s'accompagne nécessairement d'un recul de l'État dans son rôle de garant de la stabilité des ressources des collectivités. Nous devrons donc faire des choix. Philippe Séguin, alors premier président de la Cour des comptes, affirmait déjà, je cite, « Considérer qu'il est 3 acteurs autonomes de même niveau, l'État, la sécurité sociale et les collectivités locales, n'est pas réaliste. En réalité, l'État est le seul maître du jeu, car précisément, il fixe les règles du jeu. Les finances publiques sont un tout et l'État porte la responsabilité pleine et entière de leur évolution. Pour nous, parlementaires, élus locaux et citoyens, cela veut dire 3 choses. La première, c'est que dans un contexte de contraintes fortes sur nos finances publiques, chacun doit prendre sa part du rétablissement des comptes de la nation. Et toute réforme des finances locales devra prendre en compte ce juste équilibre entre l'État et les collectivités locales dans la réduction du déficit. Élus de nos territoires, nous ne devons jamais oublier la responsabilité collective qui nous incombe vis-à-vis des finances de la nation. La seconde, et c'est ce qu'affirmait le premier président, toute réforme d'ampleur devra se faire en concertation avec les élus. Cela nous oblige à laisser de côté nos querelles du moment pour discuter avec responsabilité du juste niveau d'organisation et de l'adéquation des ressources aux besoins. Là encore, le rapport de 2009 est sans appel sur les échecs du passé. Pour atteindre une véritable péréquation, il aurait fallu accepter de remettre en cause certaines situations acquises. Mais cela n'a pas été fait. Et je cite le premier président, à l'époque, l'objectif de péréquation est resté secondaire. Dans ce contexte et tributaire des erreurs du passé, ce PLF 2023 apporte la seule réponse possible sans recours à une réforme radicale. Je pense à l'annonce par la Première ministre, confirmée par Mme Cayeux maintenant, de l'augmentation de la DGF pour compenser les variations à la baisse qu'aurait pu entraîner la péréquation. Il s'agissait de trouver la solution la plus équilibrée pour compenser les variations annuelles et préserver nos collectivités sans peser lourdement sur nos finances publiques. La troisième, enfin, c'est d'accepter de revoir en profondeur le système de péréquation pour mettre fin aux inégalités de destin et rétablir l'égalité entre les territoires. Je cite à nouveau le premier président dans sa présentation de 2009, « La République, c'est la solidarité nationale et il ne faudrait pas que la décentralisation devienne l'alibi de son affaiblissement. » La France a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour ce faire. Elle a aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. La question qui doit dès lors nous occuper est celle de l'équilibre entre le principe d'autonomie financière consacré au plan constitutionnel, l'équité et la cohésion entre les territoires et la responsabilité de chacun vis-à-vis de nos finances publiques.
Merci, cher collègue. La parole est maintenant à notre collègue Isabelle Briquet pour le groupe socialiste, écologie, républicain. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, les finances locales sont-elles devenues les variables d'ajustement des comptes publics ? De contrat de Cahors en pacte de confiance, l'autonomie financière et la libre administration des collectivités territoriales ne seront bientôt plus que de lointains souvenirs. Madame la Ministre, comprenez l'inquiétude des élus locaux qui, de crise en crise, doivent toujours faire plus avec moins du fait des incessantes modifications de ressources que vous leur imposez. Suppression de la taxe d'habitation sous le précédent quinquennat, suppression de la CVAE sous celui-ci, etc. Transformer ainsi des recettes fiscales en dotation pose problème à plusieurs niveaux. C'est une perte d'autonomie effective, c'est couper le lien avec le territoire et les habitants, et c'est acter de fait une diminution des recettes. L'inquiétude se transforme en colère lorsque ces mêmes élus entendent ici et là que les finances locales se portent bien. C'est d'ailleurs ce que m'avait répondu le ministre des Comptes publics lorsque je l'avais alerté sur ce sujet en mars dernier. Il est vrai qu'il était alors question d'une ponction de 10 milliards d'euros sur les finances locales. Depuis, avec l'augmentation du point d'indice, augmentation nécessaire, la hausse du coût des matières premières, des denrées alimentaires et de l'énergie, les collectivités locales sont au bord de l'asphyxie, enfin, celles qui peuvent encore respirer. Prenons l'exemple d'une commune que je connais bien pour l'avoir administrée pendant 20 ans. Comment peut-elle faire face à une augmentation d'1 million d'euros d'électricité alors que son budget de fonctionnement dépasse à peine les 5 millions d'euros ? Beaucoup d'autres communes, petites ou grandes, rurales comme urbaines, doivent faire face à la même situation. Il en est de même pour les départements dont les finances sont déjà impactées par le manque de compensation des dépenses liées au Ségur et aux allocations individuelles de solidarité, particulièrement le RSA, pour lequel le fonds d'urgence ne fera pas la maille. Au-delà même de leurs dépenses propres, les collectivités doivent aussi faire face aux difficultés des organismes ou établissements qu'elles financent. La situation des EHPAD est particulièrement préoccupante, et que dire de celle des SDIS ? Nous voyons bien, cette crise financière a des répercussions sur l'ensemble des services publics. Devant l'explosion des coûts, nous avons voté cet été un filet de sécurité. Si initialement il était censé concerner 22 000 communes, seul un tiers d'entre elles y seraient éligibles. Il est donc urgent de revoir la copie, notamment les critères d'accès, afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle. La réponse du gouvernement doit être à la hauteur de l'enjeu. Aujourd'hui, que nous proposez-vous ? Les pactes de confiance. Quelle que soit la manière dont on les nomme, ces pactes constituent une double peine pour les collectivités. Baisse des dotations du fait de la non-indexation sur l'inflation d'une part, et contrôle de la dépense d'autre part. Il s'agit purement et simplement d'un contrat léonin. Au-delà de toute autre considération, comment imposer une réduction des dépenses à des collectivités qui ne peuvent, en raison de l'inflation, estimer leurs coûts ? Pour la seule électricité, selon des dates d'échéance des marchés, les choix énergétiques passés, les modes d'indexation, les surcoûts peuvent être de 10, 100, 300, voire 500%, même plus dans certains endroits. De même, difficile d'avoir un peu de lisibilité sur les intérêts des dettes, sauf à pouvoir prévoir les taux de 2023, dont personne ne peut à ce jour connaître l'évolution. Ainsi amputé de toute marge de manœuvre, quelle perspective reste-t-il aux collectivités ? Contribuer au seul redressement des comptes publics ? C'est oublier le rôle primordial des collectivités en matière d'investissement public, l'investissement qui assure la bonne tenue du tissu économique local et contribue à la préservation de l'emploi. C'est oublier le rôle majeur que jouent les collectivités dans notre pays et les actions qu'elles portent au quotidien au plus près des populations,
en finançant des services publics de proximité en tout point du territoire. Madame la ministre, les communes, les intercommunalités, les départements et les régions n'en peuvent plus d'être si peu considérés. Nos collectivités locales ont besoin de vraies relations de confiance avec l'État et non pas d'une mise sous tutelle déguisée. Merci, cher collègue. Et la parole est maintenant à Pascal Savoldelli du groupe communiste républicain citoyen écologiste. Allez. Monsieur le Président, Madame la Ministre, ce débat sur les finances locales intervient dans un climat, Madame la Ministre, de défiance. Défiance réciproque entre l'État tutélaire et les collectivités asphyxiées par la hausse de leurs coûts de fonctionnement. Ça a été dit par beaucoup ici, l'énergie, les denrées alimentaires, la revalorisation du point d'indice et la hausse du coût des matériaux menacent directement les projets d'investissement. La colère des maires est partout. Nous la soutenons. Elle se heurte à des préfets démunis. Les garants de la puissance publique dans les territoires sont sans solution. Le gouvernement invite les collectivités à la sobriété, mais il est temps de prendre la mesure des responsabilités. La sobriété, mais pour qui? Un paradoxe. Un paradoxe que la relance de l'économie soit mise à mal par des mécanismes de marché déraisonnés, alors que les collectivités sont les premiers investisseurs publics français. Un paradoxe entretenu par une relation financière et politique insincère entre l'État et la démocratie locale. Les élus communaux, plus que jamais, les conseillers départementaux et régionaux consacrent le plus clair de leur temps à devoir quémander leur dû à l'État, quémander des dotations qui ne viennent pas. Ce phénomène s'est accru à cause du démantèlement de la fiscalité locale mis en œuvre dans le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron. La suppression de la taxe d'habitation pour l'ensemble des Français a marqué une première atteinte grave à l'autonomie fiscale des collectivités. La baisse des impôts dits de production en est une deuxième, achevée par une suppression totale de la CVAE sur les 2 prochaines années. Ces 2 réformes ont affaibli en même temps l'État, les collectivités locales, mais aussi et surtout la relation entre le citoyen contribuable, son territoire et l'activité économique. Pire encore, les ménages, les travailleurs modestes en particulier, sont ceux qui financent des baisses d'impôts qu'ils ne payaient pas. Et ça, c'est une vérité, Madame la Ministre. Alors que 93% des ressources de TVA assises principalement sur la consommation de tous les ménages et les entreprises de moins de 10 salariés étaient destinées à l'État en 2017, cette part a diminué pour atteindre 50,6% en 2021. Chaque année, ce sont donc 41 milliards qui échappent à l'État. Et sans cette évaporation fiscale, le déficit du budget général serait résorbé de près d'un tiers. L'État procède à un transfert de fiscalité en s'employant avec peu de succès à éponger sa dette sur le dos des collectivités territoriales. Nous ne le rappellerons jamais assez, elles sont à l'équilibre, toujours malgré et envers tout. Malgré les transferts de compétences, malgré les baisses de charges, malgré la disparition de la principale part de fiscalité économique. Ces renoncements sont ceux de gouvernements successifs et pourtant, ce sont les PME et les travailleurs qui devraient payer pour compenser cette forme de lâcheté. Cette accélération sans précédent de la quasi-disparition de l'autonomie fiscale des collectivités puise un début d'encouragement dès la loi de finances rectificative pour 1982, dans laquelle l'État a institué et pris en charge des allègements de la part salaire de la base de la taxe professionnelle. Des allègements pour les ménages et sur la taxe professionnelle, lourdes conséquences puisque compensé par l'État, il devient alors le premier contribuable local. La démocratie tourne sur elle-même quand le contribuable perd de vue l'utilité de ses prélèvements sociaux et fiscaux. Dès 2010, le Conseil des prélèvements obligatoires relevait, je le cite, une comptabilité de plus en plus compromise entre d'une part une évolution du dispositif par des aménagements à la marge successifs et sédimentés et d'autre part les objectifs d'efficacité économique, de rendement budgétaire, d'équité sociale et d'acceptabilité politique. Fin de citation. La situation que nous connaissons est l'aboutissement d'une logique qui conduit nos collectivités dans le mur. Elle ne peut faire que des perdants dès lors que les collectivités constatent une décorrélation entre leurs charges et leurs capacités budgétaires, le fruit des compensations dépassées par l'évolution démographique, par une inflation qui érode en euros constants ces transferts et par des besoins sociaux et environnementaux nouveaux.
Face à la hausse de prix de l'énergie et la décision du gouvernement de revaloriser seulement à 3,5 % le point d'indice, le fameux filet de sécurité voté à l'été comporterait, je l'entends ici ou là, des trous dans la raquette. À ce niveau-là, il ne s'agit pas de jouer au tennis avec une raquette de ping-pong, Madame la Ministre. 430 millions d'euros, c'est son montant. Ne serait-ce que le point d'indice, c'est 1,14 milliard d'euros. Les factures énergétiques augmentent, elles, entre 30 et 300% selon l'Association des maires de France. Les réponses de mon groupe sont claires, ambitieuses et responsables, Madame la Ministre. Indexer dès le budget de la DGF sur l'inflation de façon pérenne. C'est la demande des élus, c'est la continuité des services publics. Sanctuariser dans la Constitution l'autonomie fiscale des collectivités territoriales, au premier rang desquelles les communes. Maintenir la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, et refondre un impôt économique territorial avec une liberté de taux pour les communes. Élargir les tarifs réglementés de vente de l'électricité à toutes les communes, pas qu'à certaines communes. Et revenir sur la suppression annoncée des tarifs réglementés du gaz. Madame la Ministre, les élus locaux sont responsables et font face, et nous et leurs représentants. Et n'en déplaise au gouvernement, vous pouvez le voir là, eh ben les oppositions, c'est utile, Madame la Ministre. Merci, chers collègues. La parole est à Jean-Michel Arnaud pour l'Union centriste. Pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, questionner les finances locales revient à s'interroger sur les relations entre l'État et les collectivités territoriales. Sur la dernière décennie, ces relations ont largement été bouleversées par les réformes successives portant sur l'organisation territoriale, la fiscalité et les concours financiers de l'État. Dans un récent rapport sur le financement des collectivités territoriales, la Cour des comptes souligne l'augmentation des ratios d'autonomie financière alors que l'autonomie fiscale se réduit. L'autonomie financière croît pour des raisons mathématiques et n'est absolument pas le témoin d'un renforcement des marges de manœuvre financières des collectivités locales. Quant à l'autonomie fiscale, elle se réduit comme peau de chagrin à une emprise plus forte encore de l'État central sur les collectivités territoriales et notamment sur les communes. Après la suppression de la taxe d'habitation ou le reversement obligatoire d'une fraction de la taxe d'aménagement des communes aux intercommunalités, a été annoncé par votre gouvernement la disparition progressive de la CVAE. Notre groupe, l'Union centriste, souhaite un report de la mise en œuvre de cette réforme afin de pouvoir porter le débat en profondeur et qu'on ne nous fasse pas le coup de dire qu'on porte un coup aux entreprises. Il s'agit de protéger l'autonomie fiscale des collectivités locales et protéger le lien important entre les collectivités locales et leurs entreprises. Nous avons donc affaire, une nouvelle fois, à une fiscalité aussi par procuration, téléguidée par l'exécutif national. Et alors que la libre administration des collectivités est toujours et encore structurellement grignotée, les contraintes progressent. Toujours dans son rapport publié ce mois-ci, la Cour des comptes indique que l'évolution des dépenses de ces dernières, 2,4% des dépenses de fonctionnement en 2021, s'explique en partie par l'accroissement des compétences des collectivités sous l'effet de la décentralisation. Or, la réalité s'avère bien plus complexe. Cette tendance s'explique par une triple évolution. La multiplication des normes imposées aux collectivités locales. 1 milliard d'euros sur le projet de loi de finances dont on va discuter dans quelques semaines. Je rappelle que l'indexation de la DGF équivaudrait à 1 milliard d'euros de dépenses complémentaires. Il faut effectivement comparer les choses. Deuxième cause, l'élargissement des périmètres des intercommunalités qui a conduit, il faut le rappeler, à une forte hausse des coûts, mais également le rôle croissant de l'échelon local pour amortir les impacts des crises écologiques, économiques et sanitaires. Je pense en particulier au Covid. Car oui, ne l'oublions pas, mes chers collègues, nos communes, intercommunalités, départements et régions assurent le dernier kilomètre de la vie de nos concitoyens. Elles portent, c'est régulièrement rappelé, 70% d'investissements publics, avec moins de 9% de la charge de la dette. L'exécutif a également appelé récemment à la mise en place d'un énième pacte de confiance. En soi, nous ne pouvons être que d'accord avec cette proposition, mais cela ne doit pas se traduire par l'instauration de contrats léonins, comme cela a été dit par une collègue précédemment. Si le premier mandat d'Emmanuel Macron fut décevant en matière de décentralisation, à l'image de la décevante loi 3DS, et parfois houleux concernant les relations avec les collectivités territoriales,
Ce pacte doit être envisagé comme un facteur d'aide à la croissance et non pas comme un outil de contrainte de la gestion locale. Pour cela, il faut fixer des objectifs communs en laissant des libertés locales permettant à chaque territoire de les atteindre selon des circonstances locales. Plus encore, j'en appelle à la différenciation territoriale et à la confiance envers les élus. Par exemple, à court terme, la révision des valeurs locatives doit prendre en compte le taux d'inflation, indispensable à la sécurisation des ressources locales. Autre illustration, et je ne doute pas que Jean-Baptiste Blanc l'évoquera également, le financement nécessaire à la mise en œuvre du ZAN est une variable à intégrer dans les discussions afin qu'elle soit comptabilisée dans les futurs concours financiers de l'État. Madame la ministre, nous allons ouvrir le débat sur le PLF. Je souhaite que ce débat se fasse dans la confiance en direction des collectivités locales, mais aussi en leur assurant les moyens de pouvoir agir pour le dernier kilomètre auquel nos concitoyens sont particulièrement sensibles. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Jean-Baptiste Blanc pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le rapport sur les finances publiques locales annexé au projet de loi de finances est un document de 208 pages riche en chiffres et en informations, mais en effet, merci Jean-Michel Arnaud, quasiment rien sur la règle nouvelle qui soulève des inquiétudes considérables dans de nombreux territoires en fusion, souvent celle du zéro artificialisation nette, que nous appellerons le ZAN. Cette règle a été définie sans les outils qui permettraient d'en assurer la mise en œuvre, laissant les collectivités démunies face à un tel écart entre l'objectif qui leur est assigné et les moyens à leur disposition. Je veux alerter le gouvernement une nouvelle fois sur cette question et relayer les inquiétudes très nombreuses dont nous font part tous les élus locaux sur tous les bancs et que j'ai constaté tout particulièrement en faisant un tour de France, un département sur deux quasiment, avec sur la mise en œuvre du ZAN. La quasi-absence du mot artificialisation dans les différents rapports du gouvernement est caractéristique de l'insuffisante réflexion du gouvernement sur la manière dont les obligations données aux collectivités seront financées. Première piste est certes celle du fonds Friches. Il a révélé un nombre important de dossiers qui pouvaient émerger pour revitaliser les espaces délaissés et auxquels il manquait seulement un équilibre économique. Que devient le fonds Friches? Le président de la République a annoncé sa pérennisation, vous en avez parlé aussi, il ne constitue plus qu'un volet du fonds d'accélération de la transition écologique ou fonds vert, et son objectif est limité désormais à 1000 hectares de friches recyclées par an, et les documents budgétaires n'indiquent pas clairement ces crédits. Ce n'est pas suffisant et les collectivités auront besoin d'un soutien beaucoup plus important pour mener à bien les indispensables actions de recyclage urbain. Il est nécessaire ensuite d'appuyer également sur le levier fiscal, c'est peut-être là le message principal. La fiscalité locale n'est pas adaptée à la politique de sobriété foncière. On ne peut pas imposer aux communes une contrainte aussi forte sur l'aménagement local sans que les communes, en particulier, aient une incitation, alors que les réformes successives de la fiscalité locale distendent de plus en plus le lien entre leurs ressources et le résultat de leur action. La Commission des finances a donc saisi le Conseil des prélèvements obligatoires afin qu'il fournisse des pistes sur la manière dont la fiscalité, notamment locale, pourrait favoriser l'atteinte de l'objectif ZAN. Le CPO présentera ses résultats le 26 octobre et ces analyses pourront nourrir les débats, notamment sur la loi de finances. En effet, plus d'1 an après la promulgation de la loi climat et résilience, les lois de finances successives restent muettes, ou presque, sur la question du financement du ZAN. Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit certes une adaptation mineure de la taxe d'aménagement. Les collectivités pourront exonérer les constructions réalisées sur des sites qui ont fait l'objet d'une opération de dépollution. Cette mesure n'est de toute évidence pas à la hauteur de l'enjeu, d'autant qu'il s'agit d'une exonération facultative et son coût pour les collectivités ne sera pas compensé par l'État, alors que l'objectif est la mise en œuvre d'une politique d'intérêt national. La taxe d'aménagement fait pourtant bien partie des pistes à explorer. On évoque aussi d'autres pistes, telles que la taxe sur les logements vacants ou l'ancien versement pour sous-densité, mais aussi des incitations directes aux particuliers, tels que le dispositif de Normandie. Les dispositifs fiscaux présentent chacun des avantages, mais aussi des risques de contournement ou d'effets rebonds. C'est pourquoi nous aurons besoin bel et bien de cet éclairage du CPO, dont les rapports sont une référence. Je regrette que l'administration, déjà interrogée à moult occasions, n'ait pas déjà conduit cette réflexion. Des propositions claires sur le financement du ZAN auraient permis d'apaiser certaines inquiétudes suscitées dans les territoires. Les collectivités sont en effet soumises à des injonctions contradictoires, on le sait tous désormais par cœur. Elles doivent développer le logement, notamment social, et attirer des activités économiques, mais sur quel terrain? Une enquête du CIREMA et de la DCF publiée le mois dernier montre que la pénurie de foncier est d'ores et déjà une réalité pour la majorité de nos territoires. Mais comment peut-on réindustrialiser la France si les collectivités ne peuvent pas accueillir les activités? Les collectivités consacrent actuellement un travail considérable à l'élaboration de solutions et à la modification des documents d'urbanisme.
Et dans le cadre de la mission conjointe de contrôle sur le ZAN avec la présidente Valérie Létard et les membres de la mission, nous constatons un haut niveau de réflexion des élus et des acteurs locaux qui ont des propositions à vous faire. Madame la ministre, les décrets de mise en œuvre qui ont été publiés hâtivement doivent être corrigés. Un autre ministre l'a lui-même reconnu dans cet hémicycle. La nomenclature fait encore l'objet de travaux des urbanistes et un certain nombre de grands projets engagés ou prévus risquent de consommer beaucoup trop de foncier autorisé dans les 10 années à venir. Le sujet est donc bel et bien explosif. Madame la ministre, il faut adapter, on le sait tous aussi, les recettes fiscales locales aux nouvelles missions des collectivités locales, dont celle de cette transition écologique et celle du ZAN. Donc aux 3 options polaires mises sur la table par la Cour des comptes, je propose d'en rajouter une, qui est celle de la climatisation sans délai du ZAN et de la fiscalité locale. Merci beaucoup. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Thierry Cozic pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, au gré de nos déplacements dans nos circonscriptions, une chose est certaine pour nos élus du bloc communal. L'inquiétude est palpable. Elle l'est car les dépenses contraintes des mairies s'envolent littéralement. Cela peut vous paraître trivial, Madame la Ministre, mais il faut bien que les villes chauffent et éclairent leurs équipements publics. Sur mon territoire, pour Le Mans Métropole, cela représente 4,5 millions d'euros de surcoût rien que pour l'énergie. Il n'est pas inutile de rappeler que nos communes fournissent la nourriture des restaurants scolaires et construisent ou rénovent leurs bâtis afin d'éviter qu'ils ne tombent en décrépitude. Pourtant, ce sont précisément toutes ces dépenses liées au fonctionnement du quotidien qui sont en nette hausse à cause de l'inflation galopante des matières premières. On sait déjà que pour la seule année 2022, elles vont globalement grimper de 15% pour les communes. Je rappelle que chaque année, les communes doivent équilibrer leur budget. C'est cette obligation d'équilibre qui oblige certains maires à se demander s'ils pourront boucler leur budget 2023 sans être contraints de fermer des services publics. Dans ce contexte, que fait l'État? Clairement, pas assez. Pour une aide réellement efficiente, la DGF doit faire l'objet d'une revalorisation à hauteur de l'inflation. Je défendrai cette mesure avec mon groupe lors de l'examen du prochain PLF. Ce n'est pas la maigre rallonge de 320 millions d'euros supplémentaires qui bouchera le trou dans la raquette de la facture énergétique du bloc communal. Car, je le rappelle, il reste toujours près de 900 millions d'euros non comblés après l'aide de l'État. Si nous en sommes à lutter bec et ongle lors des débats budgétaires pour obtenir plus de moyens, c'est parce que vous avez placé nos collectivités dans une subjective dépendance à l'État, et ce, en rognant depuis 6 ans sur leur autonomie financière. Vous avez supprimé la majeure partie des impôts dont elles percevaient les recettes et pouvaient moduler les taux. Par vos réformes, vous siphonnez de manière systémique les recettes, plaçant ainsi de fait les communes sous perfusion de dotations que vous pouvez moduler de façon discrétionnaire. Je le dis sans ambages, ce mode opératoire est insupportable pour la démocratie de proximité qui œuvre au quotidien au sein du bloc communal. À en croire les déclarations récentes de Bruno Le Maire, cela ne semble pas aller en s'améliorant. Interrogé sur la gestion financière des communes en difficulté, il a déclaré en septembre dernier, je cite, « Vous avez des collectivités bien gérées et d'autres qui sont moins bien gérées. Ces dernières ne pourront pas se prévaloir de l'aide de l'État. » Cette déclaration trace les contours de vos mal nommés pactes de confiance, déjà rejetés à l'Assemblée nationale dans votre projet de loi de programmation des finances publiques, bien que celle-ci semble avoir peu de chances d'être votée, car, rappelons-le, vous êtes aujourd'hui minoritaire. Une chose est certaine, vous êtes animé par une volonté d'entrer dans une relation transactionnelle avec les collectivités territoriales, voire même d'en personnaliser ces relations avec l'État. J'en appelle à tous les bancs de cet hémicycle. Un grand débat doit être mené sur une refonte idéologique fondant la relation État-collectivité territoriale. Ce débat doit sortir des contingences matérielles et budgétaires et doit être d'une ampleur supérieure. Il doit interroger notre rapport à l'impôt local et la fonction démocratique que représente la possibilité que ce dernier
puissent être votées et levées par nos élus locaux. Si rien n'est fait, alors le gouvernement accélérera encore la mise sous tutelle budgétaire des collectivités territoriales, obligeant nos collectivités à devoir à l'avenir négocier chaque ligne budgétaire. Et cela, je le redis, n'est ni acceptable ni supportable. Merci, cher collègue. La parole à Charles Guené pour les Républicains pour 4 minutes. Ce sera Charles Guené, le dernier intervenant des groupes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, l'avenir des finances des collectivités locales interpelle dans sa dimension immédiate comme dans ses perspectives à moyen terme. Au regard du moment présent, je voudrais évoquer tout d'abord le traitement dont elles font l'objet dans le cadre de la loi de finances en mettant un focus particulier sur le bloc communal. Le gouvernement, conforté par l'appréciation de la Cour des comptes, vient d'évoquer leur bonne situation financière et leurs excédents qui friseraient d'insolence au sortir de la crise financière. Je souhaiterais nuancer cette assertion. Comment justifier la relativité de la perception? Les collectivités locales ne sont pas régies par les mêmes règles de gestion que l'État, et c'est tant mieux. Bordées par la règle d'or, elles ne peuvent utiliser la dette à des fins de fonctionnement et doivent gérer leurs finances par la pratique de mise en réserve et d'une gestion prévisionnelle pluriannuelle. Il est donc curieux que l'État observe une lecture de leur situation à l'aune de règles qui ne sont pas les leurs, alors qu'il devrait plutôt songer à s'en inspirer dans leurs pratiques vertueuses et s'obliger à ce qu'il entend imposer aux autres. Je veux évoquer par là le contrat dit de confiance. Je rappellerai à cet égard que notre République leur garantit pourtant la libre administration au terme de l'article 72 de la Constitution, ainsi que l'a indiqué Roger Caroci tout à l'heure. Durant le quart de siècle écoulé, les collectivités ont consenti des efforts financiers sans précédent. Il m'apparaît de bonne justice de les évoquer, nonobstant le fait que les fonds qu'elles ont ainsi épargnés entrent positivement dans le solde maastrichtien pour le plus grand bénéfice de notre pays. Afin de permettre au pays, justement, de conserver une trajectoire acceptable, elles ont ainsi renoncé progressivement à la taxe professionnelle, comme à la taxe d'habitation, en contrepartie de dotations moins dynamiques. Elles ont subi durant 4 ans la contribution au redressement des finances publiques, qui a amputé drastiquement leur DGF, pour l'avoir ensuite figée et contributrice à la péréquation verticale, de sorte que si on avait paramétré pour elles une loi de programmation spécifique sur cette période, on constaterait que c'était un différentiel de l'ordre de 50 milliards qu'elles ont consenti à la nation. Aussi, si malgré l'inflation et la crise énergétique, nous ne revendiquerons pas pour elles l'indexation d'une DGF en état de déliquescence avancée et admettrons le principe d'un filet de sécurité et de dotation ciblée sur les plus vulnérables, nous voulons dire haut et fort que le compte n'y est toujours pas et que c'est à bon droit que les collectivités n'admettent pas d'être fustigées par un État impécunieux. Pour ce qui concerne leur avenir à moyen terme, il n'est rien de dire qu'elles ne disposent d'aucune visibilité dans un système financier désormais menacé d'obsolescence. Je veux m'en expliquer. La suppression de la taxe d'habitation et la perspective de celle de la CVAE ont totalement achevé la désarticulation du cadre sous-tendu par des indices désormais privés de sens, et elles ne disposent plus des perspectives nécessaires pour gérer leur dynamique et doivent s'en remettre à la diligence de la DGCL pour la mise en œuvre d'une péréquation au fil de l'eau. Ainsi que vient de le confirmer le rapport établi par la Cour des comptes à la demande de notre commission des finances, le système est devenu complexe et à bout de souffle. Les collectivités locales sont désormais à la merci de la suppression ou de l'affectation nouvelle d'un impôt décidé d'en haut et ne disposent plus d'aucune visibilité dans un monde devenu, qui plus est, aléatoire et complexe, et alors qu'elles sont aux prises avec un système financier devenu incohérent. Nous nous sommes attelés au Sénat à résoudre cette équation, mais elle est devenue insoluble face aux scénarios aussi pluriels que ceux évoqués par la Cour dans ses travaux, faute d'une boussole. Pour ce faire, il faudrait que l'État mette fin au démantèlement erratique des ressources des collectivités et initie les bases d'une réforme dans un dialogue construit avec elles et doté d'une nouvelle gouvernance. Les collectivités sont un acteur majeur de notre République au plan démocratique et sociétal et réalisent 70% de l'investissement public. Elles le méritent. Madame le ministre, quand allez-vous mettre cet ouvrage sur le métier? Merci, chers collègues. Vous étiez donc le dernier intervenant des groupes.
Madame la ministre, vous avez un temps de réponse à l'ensemble des interventions. Temps de réponse assez limité puisque la règle c'est 5 minutes. Vous pouvez dépasser un peu puisque vous avez choisi de ne pas intervenir au fil du débat. Mais allez-y, vous avez la parole. Oui, vous pouvez venir là. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vais m'efforcer dans le temps qui m'est dévolu de répondre à la majorité de vos interventions. Je commencerai par répondre à certains points précis qui ont été abordés sur les mesures du PLF 2023, avant de répondre plus globalement sur les enjeux qui ont été soulevés sur la nécessité d'une réforme de la fiscalité locale et sur la nécessité d'un nouvel élan de décentralisation dans notre pays. Pour les questions les plus techniques qui ont été évoquées, je reviendrai vers chacun d'entre vous pour vous apporter une réponse circonstanciée. Monsieur le sénateur Capu, sur la CVAE, comme j'ai pu le dire dans mon intervention liminaire, sa suppression n'entraînera pas, je le redis, n'entraînera pas une baisse des ressources des collectivités territoriales, bien au contraire. Sa compensation intégrale par l'attribution d'une nouvelle fraction de TVA et de sa dynamique garantira aux collectivités une meilleure prévisibilité et une meilleure visibilité sur leurs recettes, alors que la CVAE était très volatile. Ensuite, sur la compensation, à l'écoute des élus, nous avons justement souhaité introduire un mécanisme de moyenne pour lisser la volatilité de la CVAE d'une année à l'autre en intégrant l'année 2023 dans le calcul. La compensation l'année prochaine correspondra aux sommes que l'État aurait dû verser aux collectivités en 2023 au titre de la CVAE. Rien ne sera conservé par l'État. La dynamique de cette compensation sera territorialisée. Je le redis, un territoire accueillant plus d'activités recevra plus de TVA. Monsieur le sénateur Cozic, sur la question de la non-indexation de la DGF sur l'inflation, je voudrais souligner tout d'abord que le choix de ne pas l'indexer, la DGF sur l'inflation, ne date pas d'aujourd'hui plutôt, mais des années 2010. Pour autant, notre gouvernement a pris la décision inédite depuis 13 ans d'augmenter la DGF de 320 millions d'euros. Je rappellerai qu'entre 2008 et 2014, les dotations des collectivités avaient subi une baisse de plus de 11 milliards d'euros. Par ailleurs, nous avons aussi fait le choix d'une action ciblée avec un filet de sécurité et un bouclier tarifaire, ou encore avec le fonds d'urgence pour les communes en difficulté financière. Cela nous permet de soutenir en priorité ceux qui en ont le plus besoin, car, comme vous le savez, les situations de chaque collectivité sont extrêmement diverses. Mesdames et messieurs les sénateurs, d'une manière plus générale, je pense que les interventions des sénateurs Guéné et Rambaud ont permis d'offrir non pas une synthèse exhaustive, mais en tout cas une synthèse de l'ensemble de vos doutes, de vos interrogations, qui reposent sur le même constat que nous partageons tous en réalité. Notre modèle des finances locales est aujourd'hui complexe et marqué par une longue sédimentation qu'ont accentué les réorganisations successives du partage des compétences entre les différentes strates des collectivités territoriales. Une situation qui parfois peut donner l'impression d'affecter les principes cardinaux qui président aux finances locales, notamment l'autonomie des collectivités territoriales. Comme le souligne le rapport de la Cour des comptes, dont votre Chambre a eu l'heureuse initiative, il faut d'abord rappeler qu'il s'agit là davantage d'une impression que d'une réalité. L'autonomie financière, telle que mesurée par les ratios définis en 2004, progresse. C'est la part d'attribution croissante de la fiscalité nationale au sein des ressources propres des collectivités qui nourrit chez les élus le sentiment d'une perte de maîtrise, d'une déconnexion de leurs ressources avec les réalités du territoire. Je pense que le président de la République a été très clair dans son discours prononcé en Mayenne le 20 octobre sur sa volonté de lancer le nouveau chapitre de décentralisation dont notre pays a besoin. Je crois en effet que notre modèle est à repenser, c'est-à-dire à remettre à plat, à simplifier pour qu'il fasse nouveau sens pour chacun, pour les élus locaux comme pour nos concitoyens. Il faut repenser notre système pour que les responsabilités accompagnent à chaque niveau le pouvoir normatif et les financements. Alors bien sûr, cela impliquera nécessairement des choix politiques forts.
Le rapport de la Cour des comptes le souligne, des choix que notre gouvernement est prêt à faire. Mais cette refonte de notre système de décentralisation ne peut être conduite, et le rapport de la Cour des comptes le souligne également, qu'en étroite concertation avec l'ensemble des parties concernées, avec les collectivités territoriales, avec les élus et avec bien sûr le Parlement, avec vous, afin de parvenir à un consensus pour l'intérêt général de notre pays. Aussi, je ne me prononcerai pas aujourd'hui sur le détail du scénario envisagé par la Cour des comptes. Il s'agit d'un travail prospectif particulièrement précieux qui alimentera sans aucun doute le grand chantier que nous souhaitons mener. À cet égard, je vous remercie également pour vos interventions qui nourrissent ma réflexion personnelle sur ce sujet. Mais notre démarche de co-construction ne serait pas véritablement sincère, vous en conviendrez, si nous cherchions en amont à déterminer le débat par des positions arrêtées. Nous avons bien sûr un objectif, une boussole, des convictions qui nous guideront dans nos échanges à venir, mais ce n'est en aucun cas un schéma préconçu, puisque c'est ensemble que nous construirons le nouveau modèle déconcentré de notre pays. Monsieur le sénateur Requier, dans votre intervention, vous mettez en garde contre les promesses illusoires, et je suis d'accord avec vous. Et je citerai Jean-Pierre Raffarin, qui n'a pas quitté ses bancs depuis si longtemps: la politique ne peut plus promettre des lendemains qui chantent et repousser toujours la résolution des problèmes du quotidien. Le nouveau chapitre de décentralisation que nous souhaitons ouvrir n'est pas le retour d'une vieille antienne, c'est la réponse nécessaire aux limites de notre système. Cette refonte que nous souhaitons construire avec vous impose pour tous, pour l'État, mais aussi pour les collectivités, de jouer le jeu de cette remise à plat qui remettra nécessairement en cause de nombreuses situations établies. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame la Ministre. Et pour conclure le débat, la parole est maintenant à Christine Lavarde, vice-présidente de la Commission des Finances. Merci Monsieur le Président. Alors je suis certaine que le rapporteur général à qui il aurait appartenu de faire cette conclusion aurait fait remarquer avec malice au gouvernement que nous devons avoir un problème de dictionnaire. Parce qu'après avoir expérimenté une nouvelle définition du dialogue, nous venons de vivre ce soir une nouvelle acceptation du mot débat. Nous aurions, je pense, certainement souhaité quelque chose de plus interactif, tel que c'était l'esprit, en tout cas, de la réforme qui avait été prévue par la LOLF. Ensuite, Madame la Ministre, permettez-moi de vous dire qu'à certains moments, vous avez fait une sorte de réécriture de l'histoire. Vous avez même persévéré pour ce qui consiste au filet de sécurité. Ce filet de sécurité, il n'a pas été voulu par le gouvernement. Il a été imposé par les députés et ensuite complété par les sénateurs au moment du projet de loi de finances rectificative. Donc je voudrais que ceci soit bien rappelé. Par ailleurs, également pour ce qui concerne l'indexation des valeurs locatives professionnelles. Mais vous ne faites pas un cadeau aux collectivités, vous ne faites qu'appliquer le droit. Depuis plusieurs années, les valeurs locatives évoluent comme l'inflation constatée à l'indice du mois de novembre. Donc aujourd'hui, on ne fait juste que ce qui est prévu par la loi. Alors, plusieurs intervenants ici ont rappelé, et notamment, par exemple, Pascal Salvoldelli, des erreurs de la majorité à laquelle vous appartenez désormais, notamment le lien qui s'est complètement distendu entre les usagers des services publics locaux et le coût de fourniture de ces services publics locaux. Alors nous, ici, nous n'avons pas changé, puisque je me rappelle avec émotion que c'était l'objet de ma première question d'actualité dans ce gouvernement en octobre 2017. Donc ça fait 5 ans que nous constatons ces égarements et dans lesquels vous semblez vouloir continuer avec la suppression encore annoncée de la CVAE. Alors, plusieurs intervenants l'ont demandé ici, et notamment Roger Carucci. Nous avons besoin, les collectivités ont besoin d'une certaine visibilité à moyen long terme pour pouvoir mener des projets, pour pouvoir s'engager. Cette visibilité, pourtant, l'ancien gouvernement nous l'avait annoncé, puisque je me souviens encore que lors d'auditions de ministres à la Commission des Finances, quand on demandait par exemple l'affectation d'une partie des recettes de la TICPE aux collectivités locales pour venir financer les dépenses de transition écologique, on ne répondait « c'est pas le bon moment, attendez la loi de financement des collectivités locales ». Alors cette loi, elle n'est jamais arrivée. Plusieurs ici viennent encore de vous la réclamer ce soir. Alors Madame la Ministre, je sais que vous ne pouvez pas être insensible au courage de la vérité que les sénateurs ont eu ici ce soir. Les différents orateurs ont esquissé des pistes d'évolution pour les textes budgétaires à venir.
Alors, le rapporteur général qui a suivi tout ce débat depuis chez lui vous fait passer un message. Il me fait dire que si vous savez écouter la Chambre haute, alors tout devient possible. Mes chers collègues, je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 22 h pour l'examen de la proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. La séance est suspendue.